Et avec nous ce matin, Nicolas Bourget du restaurant La Raffinerie à Nantes, rue Fourré. Une des bonnes adresses nantaises. C'est pas la seule, il y en a plein, mais il y en a quelques-unes, dont celle de Nicolas. Notez bien, La Raffinerie, rue Bourget. Alors le nom du restaurant, on ne doit rien au pétrole, mais il doit tout au sucre et à l'histoire nantaise de la raffinerie, de raffinage de sucre. Nicolas, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la fête de la vache nantaise. Oui. Bienvenue puisque... Je fais pas attention et ça crame. Oui. Alors voilà, donc en même temps, parler et travailler, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai qu'à parler, donc je suis à l'aise. Nicolas, lui, il doit surveiller les casseroles. Et hier, on a eu un petit incident technique. Le caramel est devenu du charbon. Et comme c'est un petit peu pris au fond, on va rajouter du beurre. Hein, comme ça va pas... Pardon ? On va rajouter un petit peu de beurre. Alors, on va mettre du beurre forcément de race locale. En l'occurrence, c'est du beurre de Froment du Léon, puisque fortement reconnaissable à sa coloration orangée, qu'il doit au fait que la race Froment du Léon synthétise bien le bêta-carotène, c'est-à-dire la substance qui donne cette couleur orange au beurre et qu'on trouve dans l'herbe et dans toute la flore des prairies. Donc voilà. Alors Nicolas, vous êtes en train de nous préparer... Alors on va travailler sur un poulet de Chélan. Moi j'ai déjà préalablement, on va lever les filets et lever les cuisses. J'ai désossé les cuisses et je fais un petit bouillon avec les os. La carcasse. Voilà. Donc parce que rien ne se perd dans le poulet, c'est comme dans le cochon. Et donc on va farcir les cuisses avec un mélange avec les foies de poulet. Un petit peu de feuilles de céleri qu'on a récupéré sur des céleris nouveaux. Des céleris qui viennent de chez Olivier Durand, des Sorinières près de Nantes. Donc Olivier, vous pouvez trouver ses légumes chez lui chaque samedi matin. Et hop, donc vous avez haché au couteau, évidemment pas au hachoir électrique, pour éviter de faire un peu de bouillie. Rien ne remplace la main de l'homme. Voilà. Mais il faut des bons couteaux. Voilà, donc on a coupé, on va juste mélanger pour pas trop que ça soit cuit trop, parce que le foie ça a tendance à sécher. Donc on va juste cuire, mais tout doucement. C'est plus une liaison en fait qu'on fait qu'une vraie cuisson, parce qu'après on va farcir et comme les cuisses vont recuire, l'idée c'est pas que ça soit surcuit à l'intérieur. Alors, poulet de Chaland, c'est pas le poulet cou nu, donc on peut voir les pubs si vous allez du côté de Chaland, du côté de la Vendée, là, avec le slogan que je ne reprendrai pas. Mais cette poule noire de Chaland est une race, une souche traditionnelle, originelle de la région nantaise. Et au nom de poulet de Chaland, on tend justement, pour éviter toute confusion, à substituer ce nom par celui de poulet nantaise, que vous pouvez voir sur quelques articles de presse qui sont parus en amont de la fête. C'est poulet nantais. Et si vous achetez ce poulet ici sur le secteur de Plessé, puisqu'il est possible de l'y trouver chez les éleveurs, comme par exemple le Hugues Pelé au Coudray, vous verrez qu'il a une petite estampille poulet nantais. Donc ce poulet, c'est une volaille qui a été élevée longuement, 180 jours d'élevage, nourrie exclusivement au grain et finit sur sa fin de carrière au lait pour pouvoir donner de la plus de souplesse à la viande, de la rendre plus aérée. Parfait. Et que l'on ressent justement en bouche quand on la croque. C'est une race qui a failli disparaître et grâce à la persévérance de quelques amateurs, on a pu repartir, comme dans de nombreuses races locales, sur une filière courte, mais à dimension quand même commerciale, qui permet à nous, mangeurs, de pouvoir apprécier cette volaille. Donc là, hop, on farcit les cuisses de poulet qui ont été désossées. Alors, si vous craignez de désosser les cuisses de poulet chez vous, vous demandez aux volaillers qui sont là, notamment Didier Damier de Nantes, au pont de la Tortière, de faire le boulot à votre place et il le fera volontiers. Alors, il va m'engueuler si je... Hop. Donc c'est un petit peu technique. Après, on n'est pas obligé de faire...
hop. Ah, tout le monde sait faire des nœuds de chaussures. Tout à fait. Donc là, ça, c'est pas technique. Non, c'est faisable par tout le monde. Il faut bien la serrer, en fait, parce qu'après, sinon, la cuisson se répartit mal dans le... Allez, on lui serre le kiki. Hop. Alors, par exemple, c'est Voilà, mal serré, là. C'est pas bien fait. C'est pas un bridage façon boucher, mais on s'en moque. L'essentiel, c'est que ça tienne. Attention, hein. Quand je dis bridage façon boucher, je valorise le bridage des bouchers parce que la manière effectivement de brider un rôti, il faut le tour de main pour bien passer les tours. Alors que là, Nicolas moi j'aurais fait de la même manière que lui. Je fais comme je peux. Un nœud tout simple, un nœud plat. Non, je suis à la parisienne comme ils disent, à la parisienne. C'est à la parisienne que ça s'appelle la façon chic de faire les choses. Non. Alors, je suis pas spécialiste du ficelage. On les fait un petit peu quand même. Hop, on fait un double tour en fait, pour bien serrer. Et là, hop, on retourne dans l'autre sens. Comme ça, la volaille elle bouge pas. Tac. Et après, on fait une petite boucle comme ça. Voilà. Tac. Hop, et puis on va essayer de bien serrer. Bon, moi, je suis un peu spécialiste des nœuds marins. J'aurais fait autrement, mais là, on n'est pas à faire du matelotage comme on le dit dans notre jargon maritime. L'essentiel, c'est que la ficelle, voilà, bon, hop. Non, on va commencer par l'autre sens. Pour bien tendre, moi, j'aurais proposé de faire puisqu'on est avec de la volaille, on aurait pu faire un nœud qu'on appelle un nœud bec d'oiseau. Ah, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Tac. Voilà. Hop. Puis on va juste une juste ici, là. Hop. Donc là, on va juste la lancer en cuisson, en fait. On va la marquer à la plancha. Bon, là, on a une plancha, mais on aurait pu faire ça à la poêle. Il n'y a pas de... Tout à fait. Ouais. Il n'y a pas d'obligation de... N'allez pas acheter une plancha pour ça. Quand tu veux. On peut passer... je t'abandonne 5 minutes, oui. Nicolas. On va aller vers une machine un peu particulière. De quoi s'agit-il, Marie-Françoise ? Eh bien, il s'agit d'une écrémeuse qui sert à séparer la crème du lait. Ce matin, on a reçu du lait issu des vaches bretonnes pinoires et froment du Léon qui sont sur le site, qui ont été traites. Et donc, ce lait, il est très beau, il a une belle couleur. Les vaches ont mangé de l'herbe aussi et puis du foin. Et on va donc l'écrémer pour avoir d'un côté la crème et de l'autre côté du lait. On va avoir à peu près 10 litres, on va écrémer à peu près 10 litres. Et on va avoir à peu près 1 litre de crème et puis donc 9 litres de lait complètement écrémé. Allez, hop, c'est parti. Donc, on écrème. Il faut attendre que la machine se lance bien. Et ensuite, vous allez prendre le de lait. Donc, c'est du lait. Comme le lait vient d'être trait, il est encore à peu près à 30 degrés. Donc, c'est du lait chaud. Et il faut qu'il soit tiède pour être écrémé. Voilà, parce que sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc en fait, quand vous travaillez chez vous, sur vos exploitations, vous le réchauffez avant de l'écrémer ? On l'écrème aussitôt la traite. D'accord. Quand on fait du fromage dans nos fermes, dans nos petites fermes qui transforment le lait, on travaille le lait sitôt la traite tout le temps. C'est vraiment très direct. Donc on ne le met pas dans le... On met en temps si on veut le garder, mais celui qu'on écrème, on le met... Voilà, celui qu'on écrème, tout de suite utilisé du pis de la vache à l'écrémeuse. Donc là, on ouvre le robinet et hop, 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 hop. Donc voilà, le lait qui sort par ici. C'est du lait écrémé, il n'y a plus du tout de matière grasse dedans. Donc c'est ceux qui veulent boire du lait écrémé. Bienvenue ici. Et on voit donc effectivement la crème qui sort de l'autre côté. Bon, on va laisser les choses se faire et puis on revient vous voir.
Je reviens vers toi, Nicolas. Donc là, c'est des poireaux. Oui, donc on les a bien lavés avant, bien lavé les légumes. Des petits poireaux. Donc pareil, les verres, on les utilise le verre, il sert à quoi, le verre? Alors, en fait, le verre, bon, à manger comme ça, c'est un petit peu raide, hein, on est d'accord. Donc il est mis avec les abats pour faire les fonds de sauce pour donner un petit peu de goût. Voilà, autrement on peut les faire griller aussi, faire des petits colorants avec, mais bon. J'aime autant les mettre dans les fonds de sauce. Donc là, moralité, rien ne se perd. Tout à fait. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement, comme disait le camarade Lavoisier. Là, ça bouille, c'est normal? C'est pas moi, ça c'est un ami. C'est Richard. Ouais, je pense que c'est bon d'ailleurs. Belle analyse encore une fois. Pour allumer, on fait comment? On-off. Si j'ai su bien regarder. Ouais. Ah. Au bout de 3 jours, j'ai compris comment ça se mettait en route. Et ouais. Ça. Parce qu'en fait, on va faire glacer les carottes, tout doucement. Tiens, la température, c'est là. Ah, d'accord. Et après, tu Parfait. dis, voilà. Merci, chef. Tu vas bien, je deviens bon, hein. Et je suis pas cuisinier. Du coup, ça, c'est les herbes. Alors, choix de légumes donc, qui viennent de chez Olivier Durand, des Sorinières. Les petits poireaux. Donc, on va enlever quand même la petite fan. Un petit peu de. Et même s'il y en a qui la gardent pour la décoration un petit peu, moi, je suis pas très fan. Hop. Alors, tac. Hop. Petit économe. Hop. Comment? Ouais, d'accord. Je regarde tout à l'heure. Donc là, effectivement, aussi, les pelures de carottes, on pourrait les mettre dans le... C'est peut-être ce que tu vas faire. Les mettre dans le fond. Ouais, on pourrait aussi. Avec, avec le fumet. Hop. Alors pendant ce temps-là, on va aller voir nos amis... nos amis éleveurs de Rayol. Bonjour. Didier, on en est où là au niveau du travail de la viande? Alors Didier, qui supervise Didier Damier, que je l'ai dit, hein, qui est boucher à Nantes au pont de la Tortière. Tout à fait, Jean-Claude. Maintenant, on est en train de préparer le bœuf nantais qu'on va mettre en sous-vide pour proposer, enfin pas à la vente ici, mais demain et dans la semaine. Donc on a une équipe formidable là. On a Alexandre, on a Anthony. Le prénom, là, je ne m'en souviens plus. Agnolet et Gaël. Voilà, on a vraiment une belle équipe. Je les remercie de tout cœur. Egnaut, t'es beau. Voilà. Egnaut qui est le couteau en main. Alors, qu'est-ce que tu es en train de nous fabriquer là, Egnaut? Alors, dans les morceaux de steak, il y a toujours un coin qui est plus dur. Donc je sélectionne le meilleur pour découper des bons beefsteaks. Alors le coin le plus dur, il s'appelle comment? Alors c'est souvent sous la tête du nerf en fait. Donc souvent les morceaux les plus durs, c'est ceux qui travaillent beaucoup. Donc c'est souvent celui qui travaille beaucoup, il y a le nerf qui est souvent dessus. Voilà. Et qui peut être après utilisé de quelle manière? Alors en steak haché, on va l'utiliser. En steak haché. Et on l'a vu hier justement, quand on a travaillé une joue de bœuf, c'était exactement la même problématique. La joue, on imagine bien qu'elle travaille beaucoup, hein, puisque on a affaire à des ruminants, donc c'est un des muscles les plus sollicités de l'animal. Et pour l'apprécier, pour le cuire, il faut une cuisson longue. Ben, revenons à nos poulets. Il y a parmi nous une des personnes qui est à l'origine de la résurrection, de la redécouverte de cette race de poulet noir de Chaland. Est-ce que tu peux venir avec nous pour que tu en parles bien mieux que moi sur ce renouveau d'une race traditionnelle de la région nantaise qu'on appelait,
On trouve aussi l'appellation poulet noir de Chaland, poulet nantais. Allez, hop. Comment s'est fait cette... pourquoi retrouver, dans quel esprit et comment ça s'est fait cette retrouvaille avec cette race ancienne? La retrouvaille s'est faite sous l'égide du CRAPAL, Conservatoire des races animales, où j'ai eu, en tant qu'éleveur de volailles amateurs, j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années Régis Fresneau, l'animateur du CRAPAL. Et il m'a parlé de cette race qui était en voie de disparition. Et tous les deux, à cette époque-là, on a été écumer le marais breton autour de Chaland et on a retrouvé quelques souches anciennes. Parce que ce qui se passait pour cette race, c'est qu'elle était élevée dans des petites fermes et elle n'était plus élevée que par des éleveurs très anciens qui décédaient, malheureusement. Et leurs enfants, une fois les parents décédés, tuaient les poules et on n'en parlait plus. Et on a travaillé un peu sur l'historique de cette race ancienne et on s'est aperçu que jusqu'avant-guerre, c'était une race très renommée sur les tables gastronomiques de par ses qualités de chair. Donc on a voulu travailler là-dessus. Elle avait pratiquement disparu à cause de l'industrialisation d'après-guerre. Cette poule, ce poulet, il a besoin de 6 mois pour grandir, pour devenir adulte. Dans des modèles où on ne dépasse pas 3 mois, c'était plus vivable. Ils s'en abattaient avant-guerre à Paris plus de 500 000 tous les ans. Et après-guerre, on était descendu à 60 000. Et en 1960, il n'y en avait plus pratiquement, quoi. Donc on a retrouvé quelques spécimens en se disant que ça valait le coup de travailler là-dessus. Et puis, depuis une petite vingtaine d'années, on y travaille doucement. Et en 2009, on a créé une association entre amateurs et 1 ou 2 professionnels. C'est difficile, c'est beaucoup d'énergie, il y a eu des hauts, des bas. Et puis depuis la dernière fête de la vache nantaise, où on l'a fait découvrir, on s'est dit, on se remobilise. Et maintenant, on a plusieurs éleveurs qui nous ont rejoints. Et on en fait, ça reste confidentiel, on en fait 1000-1500 sur l'année. Mais on a pour projet de développer, de le faire connaître. Parce que au niveau gustatif, le public pourra voir tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. En plus, quand c'est mis en valeur par des cuisiniers hors pair, elle est sublimée en général. Et voilà, donc c'est vraiment une volaille rustique, fermière, à qui il faut donner le temps de grandir. Il faut au minimum 6 mois. Il faut aussi une période de finition. Si on la veut en volaille festive, on la finit au lait pendant le dernier mois de croissance, avant l'abattage. Donc là, on a une bête qui vaut largement un chapon avec cette finition lait. Parce que, à mon avis, meilleure parce qu'elle est arrivée à maturité sexuelle. Et de ce fait-là, la viande est plus goûtée. Le public pourra goûter tout à l'heure. C'est une aventure qui doit continuer parce que des éleveurs nous rejoignent petit à petit. Et puis, le public, les consommateurs commencent à répondre. On va avoir un ou 2 points de vente qui vont se développer à droite à gauche. Il y en a déjà au marché de Guémené avec Émilie Legendre. Va y en avoir à la ferme des 7 Chemins d'ici le mois d'octobre, jusqu'aux fêtes, 1 fois par mois. On espère que le public suivra, parce que s'il suit, nous, ça nous encourage, ça nous donne la possibilité d'avoir de nouveaux éleveurs et de grossir un peu, de grandir un peu. On ne veut pas grandir beaucoup, mais arriver à vendre 3, 4, 5 000 poulets sur l'année sur l'ensemble de nos éleveurs, ça nous permet aussi de passer à des stades supérieurs, par exemple, de faire faire les poussins par un couvoir, parce qu'à l'heure actuelle, c'est du bénévolat. C'est moi qui fais naître les poussins. Je ramasse les œufs tous les 15 jours dans différents endroits. Je fais naître les poussins et après, ils partent chez les éleveurs. Donc, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail personnel. Donc, voilà. Si la clientèle suit, les consommateurs suivent, nous, ça nous permet de grandir et puis de faire valoir vraiment le mieux manger, peut-être en manger moins souvent,
mais du très bon. Voilà. C'est ce qu'on a dit au cours de ces 2 jours précédents, manger moins de viande, mais en manger de la meilleure. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté, malgré tout, autour de l'appellation poulet de Chaland? Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de l'appeler, comme on le voit d'ailleurs sur les estampilles qu'utilise au moins Hugues Pellet, poulet nantais? Alors, poulet de Chaland, on ne peut pas l'appeler poulet de Chaland, parce que le nom est protégé par une IGP, par les volaillers de Chaland. Donc on ne peut pas l'appeler, sinon on nous tombe dessus, les industriels nous tombent dessus. C'est pourtant comme ça qu'elle nous est présentée sur le listing d'aujourd'hui. C'est la race poule noire de Chaland, mais nous on a créé un nom, le poulet nantais, race poule noire de Chaland. On ne pouvait pas mettre la race en tête de liste. Donc voilà. Mais on a eu rien que pour ça, on a eu des difficultés parce qu'apparaissait le mot Chaland. Mais à force de négociations avec l'INAO et l'INPI, on a réussi à faire adopter cette appellation. Enfin, à faire protéger notre nom. Voilà. Et à faire qu'on ne nous tombe pas dessus non plus. Donc si on dit poulet nantais, race poule noire de Chaland, on est dans les clous. On est chez nous. Parfait. Merci. Merci pour ces explications. Et puis nul doute que ces 3 journées vont impulser la consommation de cette poule noire, poulet nantais, parce qu'effectivement, on faisait référence avec le chapon pour avoir fait l'expérience personnelle. Je partage l'analyse en disant que c'est plus goûté, c'est plus tendre qu'un chapon. Et pendant ce temps-là, notre poule noire, eh bien, elle brunit. Elle ne noircit pas, fort heureusement, sinon ça serait raté, mais elle brunit. Ainsi que... un petit pinceau ou pas? Non. Ouais. Les carottes qui caramélisent. Elles sont magnifiques au niveau de la couleur. Là, elles sont des vraies carottes rouges. Mais il y a aussi d'autres couleurs, mais là en l'occurrence rouge, avec les bouts des fans vertes, c'est sublime, vous pourrez en juger tout à l'heure. Un peu d'huile d'olive? Oui. Parce que le beurre sur la plancha, c'est déconseillé. Ça crame? Ça va tout de suite noircir. Ça va être assez sale. Donc, sauf si éventuellement on utilisait un beurre clarifié, par exemple. Ouais, mais bon, après... c'est du boulot. C'est bien de se compliquer la vie, mais il y a de très bonnes huiles d'olive aussi. Ouais, pas la peine de... Non. Je laisse ça aux grands cuisiniers. Aux puristes? Non, moi, j'en utilise pas parce que je trouve qu'on n'a pas du tout le même goût que dans le beurre frais, en fait. Ouais. Dès qu'on clarifie le beurre, on le dissocie. C'est plus le même produit, je vois pas du tout l'intérêt, en fait. Alors, oui, parce qu'on enlève la caséine du coup, beurre. On enlève beaucoup de puisque goût. C'est cette protéine là qui crame quand ça monte en température. Là, vous avez mis quoi? Tu as mis quoi? Que du beurre, un peu de sucre? Non, j'ai pas mis de beurre, j'ai mis de l'huile d'olive, pareil, parce qu'en fait, on va essayer de pousser la cuisson assez longue. Puis comme on veut garder le légume bien rouge, et puis pas noirci pas noirci par des petits points, on n'utilise pas une matière grasse qui va cramer, en fait, qui va noircir. Donc, huile d'olive et puis le bouillon. Je mets du bouillon de poulet parce que dans le poulet fermier de Chaland, là, c'est toujours poule noire de Chaland. On a des goûts en fait dans la carcasse. C'est un poulet qui a vécu plus longtemps, bien élevé. Ça prend toute l'histoire de l'élevage, en fait, ça se reflète aussi dans les jus. On a toujours des jus qui sont magnifiques dans le veau nantais, c'est pareil. On fait toujours des jus qui sont magnifiques. Donc surtout ne pas jeter la carcasse lorsque vous achetez un poulet noir. Il y a des pays où on garde la carcasse et on jette la chair. Hein, ça y est. Il faut l'utiliser. Et le nourri au lait en plus. Il va nous donner l'avis du chef. On va goûter. Déjà, elle se tient super bien. En termes de tenue de viande, c'est top. Hein. Non, t'as pas d'inquiétude à avoir, mais tu n'en as pas d'ailleurs de toute façon. Oui. Ouais. Parce que à 11h, on aura un autre atelier. Donc avant 11h. Pas à 11h, quoi. Ok. Il est quelle heure d'ailleurs? Il est là, il y a une horloge, il est 10h25. Donc c'est bon. Mais ok, pas de souci, tout à l'heure. Donc hop. Donc comme les légumes sont très frais, on va les cuire juste comme ça à la plancha.
ce serait des plus gros poireaux, il faudrait les blanchir avant ou les cuire au four un petit peu. Mais là, comme c'est très tendre, ça va cuire tout seul en fait. Courgettes, c'est pareil. Alors les carottes, j'ai pas fait parce que c'est quand même des belles carottes et si on les cuit directement, ça va être assez dur. Hein. Mais allez, je mets ma main à la pâte. Ce qu'on va faire, vous voyez, comme ça, on va réussir à lier les deux. Hop. Pour que ça comme reste... ça va pas abîmer. Enfin, le poulet va pas cuire trop fort. C'est un peu le défaut de la plancha, c'est que ça peut être une cuisson un peu Terminator, quoi. Hein. Oui, si on ne maîtrise pas, puis de toute façon, on peut pas. Moi, j'en ai ni chez moi ni au restaurant, donc c'est pas un outil que j'utilise souvent. C'est pas subtil. Mais si on peut faire plein de choses, hein, c'est intéressant. Oui, on peut faire plein de choses. Sur la même surface, on peut varier aussi les températures. Absolument. On voit bien qu'il y a des différences de température. Ça dépend Après, où on place. Ce qu'on peut pas faire, et ce qui est dommage, on peut pas mettre du jus dessus, parce que tout va couler. On peut pas récupérer les sucres des jus. Par contre, là, vous allez voir la petite sauce à la fin, ça va être du bonheur. Alors, regardez si c'est cuit. Non. En fait, je joue au cuisinier en même temps. Donc, faut pas hésiter à mouiller. En fait, c'est suivant la. Enfin, déjà, on a gardé les carottes assez grosses. Pour avoir quand même, moi je trouve de la mâche. La mâche et puis. Et puis voilà, c'est une carotte, hein, ça sert à rien de tailler tout le temps toute petite. Et mais c'est vrai que je savais pas si elles allaient cuire vite ou pas, donc j'ai mis un petit peu au début. Puis là, j'en rajoute en fait au fur et à mesure. Ça s'appelle glacé finalement. Ça, c'est une cuisson glacée en fait. D'accord. Donc on va faire réduire le jus à la fin pour que tous les sucres se retrouvent autour de la carotte. Et puis généralement, c'est plus facile de trouver des carottes de ce calibre que des mini carottes. Oui, puis vous aurez vous aurez toujours plus de goût dans ces carottes-là que dans les petites carottes. Hein. Pour moi, c'est... Parce que ça a le but de... ça a poussé plus longtemps. Et pendant ce temps-là, on voit notre ami Richard qui prépare une recette à venir qui est un carré de porc blanc d'Oise dont il nous en dira plus tout à l'heure. C'est là-bas que tu peux brancher? Si je peux mettre là, autrement? Marie-Françoise, c'est en train de touiller quoi? Touiller du lait. C'est simplement, je prépare la tome pour tout à l'heure. J'ai mis le lait écrémé, il va servir à faire de la tome. Je l'ai mélangé au reste du lait de la tome de la traite de ce matin, parce qu'on n'a pas tout écrémé. Et puis, je l'ai ensemencé avec du gouel pour que le lait commence à maturer, enfin, un tout petit peu, que les ferments commencent à coloniser le lait pour le bon développement ensuite des ferments lactiques dans la tome. Donc là, on voit bien le rôle conservateur du fromage. À quoi sert le fromage dans son premier épisode? C'est bien une manière de conserver le surplus de lait. Oui, c'est ça. Mais ça permet de conserver le surplus de lait. Mais là, en l'occurrence, on utilise le gouel comme ferment pour coloniser le lait, pour que les bons ferments colonisent le lait et protègent le lait. Parce que c'est du lait cru, donc il ne faut pas le laisser comme ça. Donc on le protège en mettant du gouel dedans. Et comme ça, il va pouvoir rester à température ambiante jusqu'à midi, sans aucun souci. Il va commencer à acidifier légèrement et c'est tout. Et on reviendra voir tout à l'heure l'évolution de cette fabrication fromagère de tomes dont vous pouvez déjà voir les réalisations d'hier, voire même d'avant-hier. Ça, ce sont celles qui ont été faites vendredi. Donc c'était Aurélie qui était à la fabrication de la tome. Donc on a fait la tome un peu comme elle la faisait, parce que chaque ferme qui fait du fromage adapte un tout petit peu la recette de tome, enfin pâte pressée, un petit peu à sa sauce. Et hier on a fait de la tome suivant les méthodes de Véronique, qui a aussi une ferme avec des bretonnes pinoires dans les Monts d'Arrée. Et donc là elles sont un tout petit peu différentes, parce qu'on verra bien ensuite elles sont faites à partir du même lait, mais avec des légères variations de température, de brassage. Et voilà. On verra après quelles sont les différences. Donc c'est bien ce qui marque aussi
les fromages réalisés par les paysans fromagers, c'est que chaque production est unique et marque l'identité, le caractère du terroir, mais aussi du fromager, du paysan. Alors on en est où, Nicolas Un petit peu de rangement. On fait du rangement, parce que ça aussi, ça fait partie du boulot. Mon fort. Donc là, on a mis des petits poireaux nouveaux, pareil, à griller sur l'esprit un peu barbecue, hein, finalement. Mais, le temps nous le rappelle, on est encore un peu dans l'été. Tac. Donc pendant ce temps-là, les blancs, qu'on appelle aussi les suprêmes de poulet, continuent de cuire lentement. Du coup, on a mis ça sur une température qui est un peu plus basse pour éviter justement le problème avec le blanc de poulet, c'est souvent l'assèchement. Trop sec. Voilà, mais bon, là, comme si on a une belle volaille qui a été finie au lait, normalement, il n'y aura pas de souci parce que justement, c'est vraiment aussi ça, la finition des volailles qui compte dans la dégustation aussi. Parce que si on a une volaille fermière qui est ferme, mais qui est trop ferme, on va arriver sur des choses qui sont un petit peu dures. C'est compliqué à faire accepter. Trop sèche, c'est effectivement. Voilà, il faut vraiment que l'affinage, justement, ça va permettre à la chair de s'attendrir, je pense, au niveau de la cuisson après. Ça va vraiment compter, en fait. Ça va garder une certaine jutosité à la Voilà, viande. l'idée, c'est vraiment d'avoir tout le goût qui reste à l'intérieur encore. Donc, voilà. Il est obligé. Alors, on a j'avais pas, non pas qu'Hervé soit un faux éleveur, il a expliqué qu'il était amateur et que c'est bien grâce à lui, parce que effectivement, pour avoir participé aux fêtes antérieures, j'ai un peu aussi suivi l'évolution du poulet nantais, mais on a un vrai éleveur, c'est-à-dire un éleveur qui tire subsistance de l'élevage de ces poulets nantais. Donc on va lui demander de venir, il joue timide, mais c'est un faux timide. Qu'il vienne nous dire effectivement pourquoi il a choisi d'élever cette race de poulet et comment il vit la chose. Et puis aussi d'échanger avec Nicolas, parce que c'est important qu'ils aient un retour. Alors comme on ne se connaît pas, mais on va se tutoyer quand même, ton prénom c'est Gaël. Et tu es éleveur où? Alors, je suis pas éleveur dans la région Pays de Loire. Nul n'est parfait. Voilà, mais je suis pas très loin quand même. Enchanté. Salut. Je suis dans le nord des Deux-Sèvres. C'est pas très loin, donc on est, comme disait Hervé, on est dans la zone autour de Challans, le nord des Deux-Sèvres. Ah oui, je suis même plus près de Challans que Hervé. Voilà. Et pourquoi ce choix de poulet noir, race traditionnelle de Challans? Alors, moi, la réflexion était venue dans un choix d'élevage. L'objectif, c'était d'essayer d'être autonome sur la ferme, de ne pas avoir besoin d'acheter de tourteaux extérieurs pour nourrir ces volailles-là, en fait. C'est venu comme ça. Après, j'ai fait qu'un seul lot l'année dernière, et là, c'est le deuxième lot que j'ai fait, donc j'apprends encore, j'ai encore à apprendre, je pense. Et donc, c'est venu un peu comme ça, pour essayer de gagner en autonomie sur la ferme. Et c'était quoi l'élevage précédent ou l'élevage que tu continues à mener, peut-être en parallèle? Mais là, c'est des volailles, des coups jaunes qu'on fait en 3 mois. Ouais, je veux bien, ouais. Traditionnel, en bio aussi, mais voilà quoi. Ça me plaisait pas trop en fait, c'est pour ça. Donc je voulais essayer de développer ou essayer de faire autre chose. Et comment ça se passe l'élevage de la poule noire de Challans traditionnelle? Comment ça se passe? Moi, je l'ai fait au départ, j'ai démarré comme les autres en fait. Et après, je les nourris avec des céréales et je rajoute quand même un petit peu de complémentaire azoté. Enfin, je me suis rendu compte l'eau de l'année dernière que j'avais pas trop de protéines dans mon alimentation, donc ça n'a pas fait forcément des volailles super bien finies. Et sinon, ça se passe pareil, sauf que ça dure plus longtemps. Il faut séparer aussi les coques des poules à un certain âge pour justement que chaque animal se finisse bien. Et là, c'est la première fois que je faisais la finition au lait. Je ne me rendais pas forcément compte de ce que ça pouvait donner derrière, mais là, j'ai goûté vendredi soir un peu ce qui a été préparé au repas des chefs, et je me rends compte de l'excellence quand même. Et je me dis que oui, c'est intéressant et ça vaut le coup de finir des volailles au lait. Et puis on a le retour des chefs cuistots qui nous disent qu'aussi ils voient la différence quand c'est fini au lait sur ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas sur
l'assèchement des blancs, sur la texture. Donc ça fait plaisir aussi d'entendre ça en tant qu'éleveur. Est-ce que justement le fait d'entendre ça, ça valorise et ça te conforte dans ton choix? Ah bien sûr. Ah oui, plus que tout presque. Parle bien dans le micro, Nicolas. Du lait, on arrive à un écueil, on arrive dans un truc où c'est très dur. Et finalement, tu as du goût dans les bouillons, mais par contre, dès qu'on arrive dans le côté un peu dans le filet ou même dans la cuisse, finalement, la cuisson longue oblige aussi à avoir des parfums, des saveurs aussi qui s'échappent de trop, si on va trop longtemps dans la cuisson. Donc c'est pour ça d'avoir une volaille qui est bien finie, qui va garder tous ses arômes à l'intérieur, c'est hyper important en fait. Ça va vraiment faire la différence au niveau dégustation après. Mais parce qu'on peut faire une blanquette avec une blanquette de poulet, de cuisse de poulet avec un poulet fermier très ferme. Mais ce qui va être bon, ça va être surtout la sauce, parce que finalement, plus on cuit longtemps, et plus l'échange avec le bouillon se fait. Et finalement, plus la chair aussi perd son goût dans le bouillon. Donc c'est important d'avoir l'équilibre entre les deux, en fait. D'avoir une volaille qui va cuire quand même dans un temps correct pour pas qu'on dénature finalement la chair. Et au niveau du blanc de volaille, là, je pense que c'est cuit bientôt, là. Donc c'était très rapide. Ça veut dire pour vous, cuisiniers, que c'est effectivement important d'avoir ce type de volaille et surtout ce type d'éleveur? Bah oui, parce que déjà, on est en prise directe. Moi, je travaille avec une ferme qui s'appelle la ferme Tipoul, une ferme bio, et qui fait des poulets aussi qui sont super. Hein. Donc, c'est des volailles qui font 1,8 kg, 2,2 kg, enfin vraiment des volailles où il y a à manger. Et donc, nous, on fait un vrai travail de cuisine derrière. On désosse les volailles et on les cuit tout doucement dans un four, vraiment pour garder tout le jus à l'intérieur. Mais ça cuit pas trop longtemps en fait. On arrive vraiment à avoir des qualités de viande, de goût et de tendreté qui sont super quoi. Et là c'est vraiment le travail de l'éleveur. Hein. C'est vraiment la finition. Pareil au niveau des grosses bêtes, c'est pareil. Hein. C'est hyper important. Hein. Est-ce que de nourrir les volailles au lait, comment ça se passe? Comment ça se passe? Voilà, c'est la première fois que j'ai fait, donc ça se passe. Déjà, il faut trouver du lait. Et là, on remercie nos copains paysans voisins qui ont des vaches laitières ou des chèvres voilà. Et après, c'est un peu plus contraignant parce que oui, il faut leur amener du lait tous les jours. Donc ça prend un peu plus de temps que leur donner que des céréales qu'on a sur la ferme. Ou alors, certaines fermes ont déjà du lait sur place. Donc c'est vrai que là, on trouve la cohérence aussi dans ce cas-là d'avoir plusieurs productions sur la même ferme où on valorise aussi tous les produits. Voilà, j'ai pris du lait chez des voisins. Et en plus, à cette saison, c'était bien parce qu'ils avaient des vaches qui commençaient à véler. Donc un peu un surplus de lait aussi. Le premier lait, on ne peut pas le mettre dans le tank, donc je valorisais ce lait-là avec les volailles, quoi. C'est-à-dire que vous remplacez l'eau par le lait? Oui, c'est ça, ouais. On remplace, j'ai enlevé les abreuvoirs de l'eau et je mettais le lait à disposition dans des gamelles à disposition à volonté, quoi. Et elles apprécient, les volailles, le lait? Ah oui, elles apprécient. Au départ, les premiers jours, elles y vont tout doucement et après, ça en raffole. Merci pour ce témoignage et puis bonne continuation et on souhaite que ça se développe comme l'a dit Hervé tout à l'heure et nous faisons tout pour, à commencer par Nicolas qui est présent avec nous et qui nous concocte cette recette de poulet noir de Challans, poulet nantais aux légumes. Vous voyez, on a récupéré aussi les sucs. Donc on a fait rôtir les ballotines, enfin l'espèce de ballotines, les cuisses farcies avec les foies. On les a fait rôtir au four. Donc j'avais mis un peu de fond blanc, ça s'est transformé avec les sucs en un jus un peu plus brun. Donc les poireaux sont dans le jus en question. Donc là on va finir la cuisson des poireaux pour qu'à l'intérieur ce soit vraiment cuit. Qu'on n'ait pas ce goût d'oignon cru, hein, c'est pas super agréable. Et du coup après on a mis au four un potimarron. D'accord. Pour qu'il cuise vraiment dans sa coque. Dans sa coque. Et des céleri boules aussi. On va faire une petite purée de potimarron. Et puis on va faire revenir le céleri boule. On va l'éplucher juste ce qu'il faut dans le petit jus de volaille. Voilà. Et pendant ce temps-là, nos carottes, les carottes sont cuites. Elles sont brillantes. Elles sont cuites, brillantes, tout ce qu'il faut. Voyez. Donc on a bien gardé la couleur. C'est juste cuit à l'intérieur. Donc vous voulez goûter? Impeccable. On va goûter, hein, on va pas... Merci Nicolas. Affirmatif. C'est juste croquant comme il faut. Encore un petit peu de texture, ouais, mais ça reste cuit, quoi. Et avec nous,
Olivier Durand, justement, l'auteur des carottes qui sont dans la casserole. Ouais, j'ai entendu carottes, j'ai dit j'arrive. pour voir à quoi ça ressemble. Ça va Pardon. Ben, ça ressemble à des carottes rouges, bien brillantes. Elles sont bien oranges. C'est quoi comme variété de carottes? Ça, c'est une variété type japonaise, qui sont des variétés très sucrées et très colorées. Alors, on dit japonaise parce que vous avez exercé pendant un certain temps votre métier de maraîcher au Japon, d'où cette connivence avec ce pays. Ouais, ce lien entre les légumes, on va dire nos connaissances, nous légumes européens, mais aussi légumes asiatiques. Alors, vous êtes installé aux Sorinières, je l'ai dit, donc marché tous les samedis matins. Comment ça se passe, la culture des carottes aux Sorinières et des légumes en général? La carotte, je dirais, le terroir nantais ça est approprié aux carottes avec un sol très sableux, donc ce qui nous permet d'avoir des racines, on va dire, allongées, sans cailloux, etc., non crochetées. Voilà, et puis ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est de travailler la carotte sur le sec pour la concentrer en goût et la concentrer en chair. Quand tu dis travailler la carotte sur le sec, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas arroser abondamment et automatiquement, mais la laisser stresser, on va dire. La purée, puis... Et pour qu'elle se concentre. Donc c'est une carotte, pas de souci au niveau de la culture. On parlait hier des soucis que vous aviez au niveau de la culture des tomates parce qu'il y a un papillon qui nous est venu d'ailleurs, qui vient grignoter tous les plants. Est-ce que sur la carotte, il y a des soucis similaires? Carotte, oui, on a toujours la mouche de la carotte qui est un problème. Après, nous, on prend une lutte, on va dire, préventive et avec des barrières physiques. Et c'est des filets anti-insectes qui permettent de limiter le fait que la mouche vienne sur les carottes. Parce que vous êtes en culture bio Bio et même plus que bio parce qu'on fait aucun traitement, donc même pas de soufre, même pas de cuivre, rien du tout. Parfait, merci. Et puis on va continuer à assister Nicolas et surtout à voir ce qu'il fait. Donc éplucher le potimarron. Ça s'enlève tout seul quand c'est cuit. Petite astuce. Donc c'est un peu comme... Alors on peut garder la peau des petits marrons de temps en temps, mais là comme on l'a cuit au four, il est un petit peu elle est dure. Il est un petit peu coloré. Du coup on a provoqué aussi un petit peu d'amertume dedans, quoi. Donc on enlève la peau. On va aussi enlever les pépins, c'est meilleur. Ça serait peut-être mieux. Alors, on peut les faire sécher les pépins après, puis faire des petites graines à manger. On peut tout faire avec les légumes. Donc le potimarron, on est en plein dans la saison. Et oui. Si vous avez été voir contrairement à ce qu'on peut penser, parce que les gens, quand il fait trop chaud, ils ont pas forcément envie de courges comme ceci, mais c'est vraiment la saison. C'est la saison. Allez faire un tour tout à l'heure au potager qui est dans le village du végétal et vous verrez une culture extraordinaire de potimarron. Donc là, on enlève bien les pépins. Hop, ça s'enlève tout seul. Je peux me passer de la crème, s'il te plaît? On va prendre de la crème de Bretonne Pinoire. Une crème, voilà. Tac. Moi j'aime bien utiliser fraîche, c'est quand même plus de goût. Tac. On aurait, c'est pas la peine non plus de forcer. Parce que Et on voit bien là, une crème qui a une belle texture. Tac. Voilà. On va mettre un petit peu de sel parce qu'on n'avait pas du tout salé nos légumes avant. Voilà, sel de Guérande. Fleur de sel, ce serait plus intelligent d'utiliser du sel classique. Parce que la fleur de sel, c'est vraiment à la fin. Ouais, mais il y a un petit contenant de sel classique quelque part, mais il a disparu. Au niveau de toutes les aventures depuis vendredi. Donc le sel qui vient de Guérande. C'est de la crème ou du Gouel? C'est de la crème. Ouais, c'est la crème. Ouais. Bon, là, vous utilisez un appareil qui vaut un peu de sous, mais on peut utiliser un simple mixeur plongeant pour faire... Une fourchette, autrement. Ou une fourchette pour faire la purée.
Un presse-purée. Oui, non, mais après, c'est vrai que c'est... Bon, c'est vrai que les mixeurs donnent une onctuosité que ne donnera pas forcément la fourchette. On n'est presque pas obligé de mettre de matière grasse pour avoir ce côté onctueux. Donc là, on va bien prendre une maryse, hein, c'est important. Alors, hop. Ça, c'est le dit premier du cuisinier anti-gâchis. L'instrument qui permet de bien racler. Tac. Je crois qu'on va pouvoir passer au... Si, il me reste juste les céleri boules à enlever. Voilà. Donc, hop, ça, on va laisser ça dedans pour l'instant. Donc je vous rappelle que Nicolas Bourget du restaurant La Raffinerie de Nantes nous cuisine en ce moment même. On est dans la partie finale de l'exécution de la recette. Un poulet noir de chaland, poulet nantais, aux légumes de Nantes, puisque les légumes proviennent de chez Olivier Durand des Sorinières. Donc avec des carottes, des poireaux, des petits céleris qui sont au four et une purée de potimarron qui est en train de mijoter, qu'il a utilisé la carcasse et les os, puisque les cuisses ont été désossées et garnies avec les abats de la volaille, le foie, le cœur, et qu'avec ce fumet il a réalisé un fond de volaille dans lequel il a mis les verres de poireaux, les épluchures de carottes, qu'il a utilisé ensuite pour mouiller la cuisson des carottes qui sont des carottes glacées toutes brillantes, ainsi que les poireaux, et qui donnent un fond de sauce dans lequel il va faire revenir les petits céleris coupés en deux. Hop. Et on voit qu'ils sont cuits vraiment à cœur. Donc là, on va les mettre dans la poêle. On va juste leur apporter un petit peu de matière grasse quand même pour casser un peu l'amertume du céleri. Hop. On va garder la peau parce que c'est des jolis légumes. Qui fait une belle carapace, une belle protection. Donc. Toujours le petit bouillon, hein, c'est un peu le fil rouge de cette recette. Tac. Donc on va monter un peu en température. On va rajouter un tout petit peu de beurre pour lier le jus. Ce bouillon de volaille, on le voit bien, c'est l'élément important, c'est le fil conducteur de toute la recette, comme tu viens de le dire. C'est vraiment ce qui va lier toute la recette. Et puis c'est vrai que ce serait dommage de ne pas utiliser toute la volaille. On a vraiment tout utilisé. Il y a juste le croupion qu'on a enlevé. Bon, il y en a qui aiment, moi je suis pas fan, mais ça donne toujours un peu plus de goût. Et du coup, sinon on a tout utilisé. Les foies. On a fait pocher aussi les gésiers là, de volaille, les gésiers de poulet dans le jus. Bon, après, ils vont pas être cuits encore. Hein, donc mais chez soi, on peut les mettre directement tout petit peu de sel, laisser une nuit, et après les cuire le lendemain, comme ça, dans le bouillon. Donc on les utilisera... Après, on peut les utiliser en salade. On les utilisera ultérieurement. Voilà. Donc ça, hop, c'est chaud. On va dresser où? Ici? Ah bah ça, c'est comme tu veux. Alors ça... Voilà, ça sonne. Donc ça veut dire que c'est chaud, c'est prêt. Hop. Allez, hop. Voilà. On va tout mettre ici, comme ça on va... C'est pas une recette végane, hein, je suis désolé. Non, mais on n'oppose pas de toute façon le végétal à l'animal, à la fête de la vache nantaise. On voit que les deux sont complémentaires, ne s'opposent pas. On l'a dit au cours de ces 3 jours, on le redira sûrement aujourd'hui. Il s'agit de manger moins de viande élevée et travaillée par la suite de manière industrielle,
faire confiance aux éleveurs quant à la manière d'élever leurs animaux, de les abattre. Si cette problématique de l'abattage est un sujet qui vous intéresse ou vous interpelle, vous allez voir nos amis du groupement de l'agriculture biologique de Loire-Atlantique qui ont ouvert le débat et qui montrent également un abattoir mobile qui permet justement de mettre fin à la vie des animaux domestiques que l'on va consommer de manière tout à fait éthique et dans de bonnes conditions. Donc, et la culture des légumes qui permet, on voit là en ce moment, de s'équilibrer avec la viande. Pour faire court, on va dire moins de viande, mais mieux de viande. Et tout autant de légumes. On a fait des petits. Bon, j'avais qu'il y a des rhubarbes. Moi, j'aime bien faire de temps en temps des petits pickles de rhubarbe. Parce que c'est une tige qui pousse tout le temps. Ça pousse tout le temps. Du printemps à l'automne. Dès qu'on la coupe, hop, ça ressort. Et du coup, c'est quand même super. On peut l'utiliser en dessert, mais aussi on peut l'utiliser en aigre doux. Comme ça va amener un petit peu une petite touche acide. Une petite touche d'acidité justement, on a globalement pas, je me trompe peut-être, mais de ce que j'en connais, on n'a pas l'habitude d'utiliser la rhubarbe, hormis pour faire des confitures. Quand on dit rhubarbe, on dit confiture. Oui. Et on n'a pas l'habitude de l'utiliser à d'autres moments. On peut faire des clafoutis, des choses comme ça, mais on peut aussi varier les plaisirs. C'est un légume qui est multiple et qui va avoir vraiment sa personnalité sur chaque plat. Donc avec des assiettes qui sont fabriquées, qui ont été fabriquées spécialement pour Richard Cornet, pour son restaurant, par, je ne sais plus le nom, Richard, il est occupé. Mais il va nous dire, il va nous redire qui c'est qui a fabriqué ces magnifiques assiettes, dès lors qu'il sera un peu plus disponible. Donc les assiettes sont pièces uniques. Les assiettes, Richard, rappelle-nous qui c'est qui les a fabriquées. Donc c'est Véronique Lessieux de l'atelier Fleurs d'Argile à Couéron, qui est sculptrice par ailleurs et qui fait essentiellement de la poterie avec différentes techniques. Et elle fait aussi des assiettes. Alors là, c'était une commande spéciale pour mon restaurant. Et chaque pièce est unique, c'est travaillé à la main. Voilà, il faut 15 jours, 3 semaines pour avoir une assiette. Donc il faut s'y prendre un peu à l'avance, mais en tout cas elle travaille très bien, c'est magnifique et je vous invite à aller découvrir ce qu'elle fait. Vous avez un petit panneau, un encart qui donne ses coordonnées et voilà, il y a plein de belles choses à découvrir. Elle fait des vases magnifiques en raku, une cuisson dans la terre qui donne des résultats absolument fabuleux. Donc n'hésitez pas à aller voir son travail et elle a un site internet également. Merci Richard, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la confection d'une autre recette. Et puis vous allez le voir, le fait d'avoir ces belles assiettes met bien en exergue le travail du cuisinier. Donc une purée de potimarron agrémentée de crème fraîche et travaillée plutôt un petit peu, pas trop. Une texture en fait, si ferme. On ajoute trop de matière grasse dans le potimarron, avoir un contre-effet en fait, parce que c'est un légume qui est plus doux que les citrouilles. Donc il faut amener un tout petit peu de matière grasse pour casser les légères amertumes, mais pas trop, parce que sinon après on perd tout le goût du légume. Donc les céleris, on va venir mettre un peu de fleur de sel à suivre dessus. Tac. Donc les céleris qui ont été rôtis au four, entiers, et que Nicolas a tranché. Les petites carottes nantaises. C'est les carottes d'origine japonaise, c'est ça? Les carottes d'origine japonaise, donc cultivées aux Sorinières. Et donc la raison de ces origines japonaises, c'est tout simplement qu'Olivier Durand, donc le maraîcher, a travaillé pendant un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, au Japon. Il a appris les techniques et a pris goût aux légumes de ce pays et il a rapporté des semences qu'il fait fructifier dans sa tenue maraîchère aux Sorinières. Tac. Alors, ça y est. Bah non, là, elle veut plutôt bélir la plaque.
Alors, c'est dit, je ne descends pas en dessous. Donc là, hop, on va venir mettre encore nos derniers légumes. Tac. Donc là, pareil, des petites courgettes qu'on a juste fait rôtir à la plancha. Tac. Bon là, on peut manger pour 6 avec un poulet comme ça, là, un beau poulet. Donc je ne sais pas tout mettre. Donc là, les suprêmes. Donc les suprêmes. Dont on a gardé juste le manchon de l'aile. Voilà. Sinon, ça ne serait pas un suprême. Tout à fait. Moi, j'ai jamais vraiment bien compris la différence entre les suprêmes, les filets. Une histoire industrielle de ça, non? Peut-être. Voilà. On va venir juste déposer la rhubarbe sur le filet de poulet. Hop. Alors, Pickles, tu as fait ça dans le vinaigre blanc? Alors, on a utilisé du vinaigre blanc, du sucre et un petit peu d'eau. Voilà. Faut quand même. Donc, on est déjà sur un fruit qui. Il y a quelques grains de poivre qui. Oui, j'ai mis un peu de poivre pour épicer un peu. Qui se promènent au milieu, là. Hop. Donc, pour faire des pickles, il vaut mieux prendre une tige jeune de rhubarbe. Donc là, on a notre volaille qui a été cuit, rôti, saisi, hop, cuit tout doucement. La cuisse farcie avec les foies de la volaille, les foies de poulet. Donc il y a un petit peu de travail. Ça sort un petit peu du poulet ordinaire. Ah bah ça fait pas poulet rôti, c'est le moins qu'on puisse dire. Tac. Bon, il y a juste un petit travail en amont par rapport au poulet rôti, évidemment, hein, qui est une non, manière, mais c'est vraiment une volaille qui mérite d'être réfléchie avant d'être cuite, on va dire. Alors, hop, ça se casse un peu. Hop. C'est une volaille qui mérite d'être sublimée telle que vous le faites en ce moment sous nos yeux. Et ben voilà. Et la petite sauce qui... Non, alors, la sauce... cuisine française, c'est d'abord la sauce. Hein. La sauce. Ah bah ouais. Sinon, ça le fait pas. Donc là, on va même récupérer le jus. Hop. Donc on a une consistance un peu... Bon, un jus léger, on va pas non plus... Hop, et on vient saucer la viande. Voilà. C'est important de... Ça a été le lien un peu pour... Voilà, comme on l'a dit depuis le début, il faut que le fond de volaille aille jusqu'au bout. Du début à la fin. Voilà. Donc bien faire réduire son jus parce que ça sert à rien d'avoir non plus plus de jus qu'il en faut. Il vaut mieux avoir un jus un peu concentré. Un peu concentré. On va avoir toutes nos saveurs. Absolument. Voilà. Eh bien, bravo. Merci, Nicolas. Vous le voyez, le résultat à l'image. Super. On va inviter nos amis éleveurs, justement, à venir nous rejoindre. Hervé et puis les collègues qui sont à l'origine de cette production, de cet élevage de poulets nantais.